Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Le thème aujourd'hui, les opportunités d'investissement immobilier locatif en France en 2022. Nous sommes avec Manuel Ravier, qui est le cofondateur et le président d'investissementlocatif.com, un entrepreneur, conférencier, investisseur en France depuis près de 10 ans, notre partenaire avec qui on a déjà eu l'occasion et la chance de faire des webinaires et qui est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez un petit onglet questions en bas à droite, donc n'hésitez pas. Là, vous voyez, je vais mettre un petit bonjour, donc c'est très très simple. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. C'est le but du webinaire. On a à peu près 1 heure ensemble. Faites-nous déjà un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Amérique et le soleil se lève? Est-ce que vous êtes en Europe? Faites-nous un petit bonjour, un petit coucou. Dites-nous où vous êtes. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits et j'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre en live. Il y a déjà un peu plus d'une vingtaine de personnes qui sont là. Voilà, on a Isabelle qui est à Lisbonne. Bonjour Isabelle, ravi que vous nous ayez rejoints. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay sitôt la fin du webinaire, donc 5-6 minutes après. Vous recevrez un mail avec le lien du replay. Donc, n'hésitez pas évidemment à le partager, à le faire connaître à vos amis, connaissances qui n'auraient pas eu la chance de s'inscrire ou d'assister en direct. Donc, le but, c'est évidemment de partager l'information au maximum. Et puis, si vous ne pouvez pas assister à l'ensemble du webinaire, le replay vous permettra de le revoir facilement. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans la semaine prochaine. Donc, vous pourrez avoir à la fois de l'information écrite, mais aussi les contacts d'investissement locatif et puis la vidéo, évidemment, qui sera aussi MBD. Alors, on a Caroline qui est à Stockholm, Frédéric qui est à Delft, aux Pays-Bas. Bienvenue, Adrien également qui est à Shanghai, Marie-Lise à Milan. C'est toujours sympa, ça fait voyager. C'est très agréable de voir qu'on a nos internautes du monde entier qui se connectent. Manuel, je vais te donner la Bonjour parole. à tous. Voilà, Déjà, quelques mots de présentation rapide et puis après on entrera dans le vif du sujet. bonjour à tous, moi je suis super content d'être avec vous. Merci de prendre du temps aussi pour parler de ce sujet-là, qui je pense est un sujet important et en particulier pour les non-résidents. Pour me représenter très rapidement, j'ai fondé une société avec mon associé Michael Zonta il y a une dizaine d'années. On l'a fondée fin 2011, donc on vient tout juste de fêter nos 10 ans. On l'a fondée à deux, merci beaucoup, juste après nos études. On était à deux sur un coin de bureau et aujourd'hui on est à environ 150. On est en train de grandir encore. On a recruté beaucoup ces derniers temps, donc on est probablement plus. Nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose un service pour que les personnes, qui soient d'ailleurs résidents ou non résidents, qui soient sur place ou à distance, puissent investir dans l'immobilier en France. On est déployé dans une vingtaine de zones géographiques en France, et notamment toutes les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Paris, évidemment, la région parisienne, Lille, Marseille, Nantes, Rennes, etc. etc. J'en oublie probablement. Donc, on a un service en fait où on va rechercher des bonnes affaires sur le marché, donc uniquement dans l'immobilier ancien. On ne vend pas d'immobilier neuf. Et on va remettre à neuf les logements avec un service d'architecture d'intérieur. On va suivre les travaux pour vous, rédiger les cahiers des charges, faire les plans, meubler et décorer les biens pour que vous ayez un bien que vous ayez acheté pas cher parce que c'était une bonne affaire qui nécessitait des travaux et que vous puissiez le louer sur la tranche haute du marché. Et c'est ce delta, en achetant pas cher, en louant entre guillemets cher parce que c'est un logement entièrement rénové et meublé, eh bien vous allez avoir un meilleur rendement locatif que si vous aviez simplement acheté un bien classique sur le marché. Donc voilà, on fait ce service-là. On a fait environ 500 opérations en 2021. On en fait à peu près 500 par an et plus de 2000 opérations en tout livrées puisqu'on est en croissance continue. Et à titre perso, comme tu l'as dit, Hervé, je suis également accro à l'immobilier et j'ai investi massivement, ce qui me permet aussi d'avoir une vision, pas simplement de personnes qui vous proposent ce service de Done for You, mais également vraiment une vision aussi d'investisseur. Donc, je peux vous conseiller, et peut-être on va parler de fiscalité aujourd'hui, également dans les grands sujets que sont le financement. Il y a beaucoup de choses à dire avec les nouvelles réformes. La fiscalité, il y a beaucoup de choses à dire aussi pour les non-résidents. Donc, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes ces questions-là et je serai très heureux d'y répondre aujourd'hui. Parfait, merci Manuel. Effectivement, les internautes, posez vos questions, profitez qu'on a Manuel avec nous aujourd'hui, qui est un expert pour
poser toutes vos questions, toutes les interrogations qui viennent à vous dans vos projets à court terme ou moyen terme, futurs. C'est pas toujours évident et donc vous avez la chance là, de pouvoir être bien accompagné. Manuel, moi, je vais peut-être poser une première question, c'est savoir quels sont les avantages de l'immobilier locatif en France quand on est un expatrié finalement. Pourquoi investir en France et pas forcément plus dans son pays de résidence? Alors, c'est une bonne question. Déjà, bon, c'est pas forcément que l'investissement en France. Vous pouvez aussi, et ça peut être intéressant, ça dépend des pays. Je ne vais pas vous faire une réponse en vous disant bah, c'est pas intéressant d'investir dans le pays où vous vivez, ça n'aurait pas de sens, puisque vous êtes déjà dans beaucoup de différents pays. Et je vais plutôt vous parler des avantages de l'investissement en France. Le premier avantage, déjà, c'est sur le crédit immobilier. Puisqu'il faut savoir que pour investir, notre conseil, c'est que vous devez le faire à crédit pour utiliser l'effet de levier du crédit. C'est un des gros avantages de l'immobilier. Et là-dessus, la France a énormément d'atouts puisqu'on emprunte à taux fixe, alors que dans beaucoup de pays, c'est des taux variables. En cas de remontée des taux, comme c'est en train d'être le cas dans certains pays du monde, notamment dû à l'inflation, j'ai encore vu ce matin une stat de l'inflation en Europe, je crois que c'est l'Europe, en France, mais qui était à 5,1% sur janvier. Donc c'est considérable, donc les taux d'emprunt peuvent potentiellement remonter. Si vous avez emprunté à taux variable, bah, votre taux tout simplement va remonter, vous allez rembourser plus chaque mois. Alors que si vous êtes à taux fixe, comme c'est le cas en France, bah, le taux est capé et donc vous vous enrichissez avec l'inflation. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les taux d'emprunt sont très très bas, puisque un non-résident va avoir des taux entre 1,20 et 1,60 sur 20 ans. Je mets une fourchette, puisque vous avez quand même des taux d'emprunt qui sont plus élevés que pour les résidents fiscaux français. Il y a une petite prime qui est ajoutée par les banques, mais on reste sur des taux qui sont historiquement bas. Et donc, bah voilà, ça, c'est quelque chose dont il faut profiter. Ça, c'est la première chose, c'est sur le crédit. Sur la résilience du marché, on est dans un pays qui est stable politiquement, relativement stable, ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde. On est sur un pays aussi où on a la propriété du sol, ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde. Il y a beaucoup de pays où en fait on va acheter un bien et on a le terrain pendant 20 ans, 30 ans ou 100 ans, ça dépend, mais on n'est pas propriétaire du terrain, où on va devoir payer une concession. Ce n'est pas le cas en France, on est propriétaire, donc ça c'est encore un vrai atout. Voilà, et on est sur un pays où on peut aujourd'hui avoir des rendements qui sont attractifs et un pays qui est résilient en période de crise. On l'a vu, je finirai là-dessus, sur la dernière crise des subprimes, on a des pays du monde où ça a chuté énormément. Je pense aux États-Unis où on a eu des marchés où les prix avaient dévissé et où des gens étaient en panique. Le marché français est globalement résilient et monte de manière relativement constante. Bien évidemment, on est parfois sur des périodes de légère baisse, voilà, mais globalement, quand on regarde la courbe sur 50 ans, sur 100 ans, on est sur une hausse continue des prix de l'immobilier, donc ça en fait un placement sécurisé. Alors, on sort quand même, enfin, on n'est pas sorti, mais on a eu cette crise Covid, cette situation sanitaire difficile. Est-ce que ça a impacté l'immobilier, les prix de l'immobilier en 2021 et à quoi finalement on peut s'attendre cette année? Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de variations, que ce soit sur les prix d'ailleurs de l'immobilier ou sur les taux? Comment tu vois un petit peu les choses? Alors, j'ai déjà deux questions. Alors, est-ce que tu veux que je prenne les questions ou comment tu veux faire? Réponds déjà à celle-là, puis après on va répondre avec aux plaisir. internautes. Allez. Avec plaisir. Alors, on voit qu'en fait, malgré la crise du Covid, certains, au tout début, au tout premier confinement, qui était assez dur en France, pour ceux qui l'ont vécu, peut-être que vous étiez en France à ce moment-là, on était enfermés à la maison globalement, c'était un peu étrange comme période. Les confinements suivants ont été beaucoup plus light, en tout cas en France. On pouvait sortir, faire beaucoup plus de choses, puis on s'est un peu habitué. Le tout premier confinement était très dur. Et des observateurs ont dit les prix de l'immobilier vont dévisser, ça va être un bain de sang, Paris perd 15%, 20%. C'était totalement faux. Ce n'est pas du tout ce qu'on voyait. Le marché était bloqué. On ne pouvait pas sortir de chez nous, donc on ne pouvait pas acheter de biens immobiliers. Mais en vérité, non seulement le marché a tenu, et ça, vous pourrez voir les chiffres. Je n'ai pas de présentation là avec moi aujourd'hui, ce n'est pas le format, mais les chiffres, c'est que l'immobilier a monté considérablement. Il s'est inscrit comme valeur refuge. Les Français ont épargné, ont peut-être moins consommé et ont eu ce besoin de sécurité. Et donc, les prix de l'immobilier ont une tendance à l'augmentation globalement en France, sur les appartements et sur les maisons. Or, le marché parisien qui a un petit peu freiné et qui s'est stabilisé, on va dire, pour l'instant, pour plein de raisons, on pourra en reparler peut-être si vous avez des questions là-dessus, mais globalement, les prix ont monté et ils continuent à monter encore aujourd'hui en 2022. Donc, on voit qu'en fait, de par le fait qu'on a de l'inflation, de par le fait qu'on a de l'épargne, que les taux restent très bas, on a globalement un marché immobilier qui se porte très bien et qui est en augmentation constante. D'accord. Allez, les notaires, d'ailleurs, et c'est pas moi qui le dis, estiment que les prix vont continuer à monter en 2022. Je crois que j'ai vu des estimations, mais personne n'a de boule de cristal, autour de 5%, c'est-à-dire une croissance continue, un petit peu ce qu'on a vécu en 2022.
Donc voilà, ça c'était pour ma réponse sur la partie marché. Alors, Allez, on prend les questions des internautes si tu veux. Et effectivement, posez bien vos questions, les internautes. On a une question de Frédéric qui demande est-ce que c'est intéressant d'acheter à crédit alors qu'on a les fonds pour investir? Finalement, est-ce que c'est pas mieux d'acheter cash? Ou c'est mieux de s'endetter? Et est-ce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont liés à ça? alors objectivement, moi, ça m'arrangerait que vous achetiez, si vous achetez avec nous, ça m'arrange que vous achetiez cash, parce que c'est plus facile. Mais le bon conseil que je vais vous donner, il est contre-intuitif pour nous par rapport à notre business, entre guillemets. Je vais vous conseiller d'investir à crédit. Pourquoi? Parce que même si les démarches de crédit peuvent être un peu longues, que c'est un peu un chemin de croix avec les banques françaises, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais on a des personnes qui peuvent vous aider là-dessus, des courtiers partenaires. Notre équipe aussi peut vous conseiller et vous accompagner là-dessus. J'ai vu que c'était une question, donc j'y réponds en même temps. Donc, c'est un peu plus compliqué. Les banques vont vous demander 30-35% d'apport ou de contrepartie. On pourra y revenir après, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais je vous invite vraiment à faire de l'effet de levier du crédit parce que tout simplement, vous allez pouvoir multiplier le rendement sur l'argent investi. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que vous ayez, pour faire un chiffre rond, 100 000 euros de cash que vous pouvez consacrer à un produit immobilier. Si vous achetez ce bien 100 000 euros cash, et que vous avez un rendement de 6% annuel, vous me dites un peu dans le chat plus tard si vous trouvez que je vais trop vite, mais voilà. Eh bien, ça veut dire que vous avez un levier x3. En gros, vous avez investi dans un bien à 100 000 et vous avez mis 30% d'apport. Donc, ça veut dire que vous avez investi 30 000 euros et vous jouez, c'est pas un jeu, mais vous jouez, enfin, vous avez un rendement sur la base de 100 000 euros. OK? Donc, ça veut dire que si vous consacrez ces 100 000 euros-là, vous pouvez faire 3 projets dans l'absolu et plus un seul. Je schématise. Et donc, vous allez chaque mois rembourser à la banque 3 fois plus de mensualité, amortir 3 fois plus de crédit, vous enrichir 3 fois plus vite. C'est pour schématiser, puisqu'évidemment, vous allez avoir ce qu'on appelle des frictions. La rentabilité de l'argent investi ne sera pas réellement multipliée par 3 parce que vous allez payer des intérêts. Mais rappelons-le, les intérêts sont très faibles. Donc, vous allez quasiment multiplier par 3 votre enrichissement. Quasiment. Dans un exemple comme ça. Et le crédit, du coup, est payé par la location, en fait. Ah, tu n'as plus de micro, Manuel. Ah oui, pardon. Ouais, ok, super. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est que le crédit, une fois que vous avez mis vos 30% d'apport, il va être payé par la location, voire même, vous allez avoir un cash flow positif. Ça va dépendre, et je pense qu'on aura des questions là-dessus, de la zone dans laquelle vous investissez. C'est-à-dire que si vous investissez à Paris, on va être globalement à l'équilibre avec 30% d'apport, parce que Paris a peu de rendement, les prix étant élevés. Pareil pour Lyon. Si vous investissez dans une ville ou en périphérie d'une grande ville, on peut aller chercher même du cash flow positif, ce qui veut dire que chaque mois, vous allez avoir votre loyer qui rentre, vous payez votre mensualité de crédit et il va rester de l'argent. Vous allez rentrer plus de loyer, c'est ça le cash flow positif, que vous n'allez sortir de mensualité de crédit. Voilà. Très bien. Allez, on a une question de Marie-Lise. Peut-être que tu veux redonner un petit peu plus de détails. Elle demande, aidez-vous à faire le montage financier. Si on n'a pas de revenus en France, comment on fait pour avoir un prêt? Alors tout à fait, donc c'est ce que je disais, ça dépend des pays. En plus, les banques ont plus ou moins d'appétence selon les pays. Donc par exemple, certains pays d'Afrique noire, elles ont des normes et il y a beaucoup d'argent là-bas qui est peut-être issu, en tout cas c'est l'analyse des banques, pas la mienne, mais qui peut être issu de choses, d'activités qui sont classées comme, enfin qui sont blacklistées. Et donc, en vérité, ça va dépendre déjà dans le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en Europe, globalement, c'est facile. Si vous êtes en UK, c'est facile aussi. Enfin, on sait faire, c'est pas facile, mais on sait faire. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, là, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a la FATCA, mais on arrive à le faire quand même. Donc, on va vous aider là-dessus et surtout vous mettre en relation avec les bons partenaires qui sauront faire. Parce que nous, on n'est pas courtier directement en crédit. Et si on n'a pas de revenus en France, j'ai envie de dire, Marie-Lise, c'est le cas de tous nos clients non résidents. Ils n'ont pas de revenus en France par définition, mais vous avez des revenus dans le pays où vous vivez, probablement. Et donc, c'est à partir de ces revenus-là que la banque va faire ses calculs pour l'endettement et qu'elle va accepter de vous prêter. D'accord. Et tu disais que les conditions donc, du coût d'emprunt étaient un peu plus élevées que pour les résidents en France, mais on arrive quand même à obtenir des conditions intéressantes. Absolument. Alors, j'ai une question justement sur le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, on dit, mais encore une fois, ça dépend de la situation de chacun. On parle d'une prime de 0,2 à 0,5, donc plus 0,2 à plus 0,5 sur le taux qu'un Français résident avec la même situation aurait obtenu. Aujourd'hui, sur 20 ans, le taux varie pour un Français résident autour de 1%, globalement. Okay, moi, je viens de faire un crédit, en sachant que je suis déjà très endetté, donc je ne suis pas le meilleur dossier pour eux. C'est la réalité. Donc, je paye plus cher qu'un primo-accédant, évidemment. Et je suis à 0,97%, je crois. Donc, quasiment 1%.
ce qui est très très bas. Après, il ne faut pas se concentrer que sur le taux, hein, parce que qu'on soit à 1% ou à 1,5, ça change très très peu sur votre projet. Si vous avez un bon projet, vous allez vous enrichir énormément. Je rappelle qu'il y a 5 ans, on avait des taux où il y a 6 ans, des fois à 4%, et que déjà à 4%, on gagnait de l'argent. Quand on était investisseur immobilier, on était très content de toucher le prêt à 4%. Donc voilà, il ne faut pas être focalisé que sur le taux. L'essentiel, à mon sens, aujourd'hui, c'est surtout d'avoir le bon partenaire, la bonne banque partenaire qui accepte de vous suivre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Très bien. Allez, on a une question d'Adrien. Hein. Continuez à poser vos questions, les internautes. Donc, justement, il parle du financement du crédit. Il dit quelles sont désormais les options pour multiplier les investissements immobiliers compte tenu du récent abandon du calcul de l'endettement en différentiel. Alors, peut-être d'ailleurs, tu peux nous expliquer un petit peu, nous décoder un petit peu cette question. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, avant, certaines banques, pas toutes, acceptaient, surtout les banques mutualistes, Crédit Mutuel et CIC, surtout celles-là, acceptaient de faire un système où, en gros, Hervé, tu avais un loyer de 1 000 euros. Mettons que tu achètes un appartement, tu as 1 000 euros de loyer, je schématise, tu as 1 000 euros de crédit, Ouais. de mensualité chaque mois. Pour la banque, tu n'étais pas endetté. Tu avais zéro. Alors, c'est un peu différent parce qu'il y avait une décote sur le loyer perçu, mais je schématise encore une fois pour comprendre la logique du différentiel. C'est-à-dire que c'était un différentiel parce que la différence entre le loyer perçu et la mensualité de crédit, c'était ça qui comptait dans ton taux d'endettement. Ce qui fait qu'on avait des petits malins, et j'en ai fait partie, bien évidemment, qui achetaient massivement des biens et à chaque fois ça s'équilibrait. Donc concrètement, on allait voir le CIC et le CIC me disait Manuel, c'est très bien, tu as 10% de taux d'endettement. Oui. Bon, ce qui était totalement faux parce que quand j'allais voir une autre banque, le LCL était capable de me dire Manuel, t'es endetté. Véridique, ils m'ont dit, parce qu'il y avait encore un autre système, un jour ils m'ont dit t'es endetté à 58%, un truc comme ça, ce qui était flippant. Quoi. Même 70, je ne sais plus, mais quelque chose de considérable. Parce que le LCL, dans sa méthode, et là c'était encore autre chose, comptait, comme moi tous mes biens, je les ai achetés à 2 en indivision, donc j'ai la moitié des biens et la moitié des dettes, eux ils comptaient, le LCL, 100% des dettes et 50% des loyers. Ce qui n'avait aucun sens non plus. Quoi. Bon, bref. Voilà, donc c'est pour vous dire que, désolé si c'est un peu complexe, mais chaque banque a son système globalement à la base de calcul. Certaines avaient un système différentiel, ça s'est arrêté, ça a été interdit globalement par la loi à partir du 1er janvier 2022 avec des amendes potentielles pour les banques qui ne respectent pas certains taux d'endettement. Aujourd'hui, le taux d'endettement qu'on doit respecter, que les établissements bancaires doivent respecter, est de 35% maximal d'endettement après projet. Et comment on calcule ça ? Globalement, vous allez prendre tous vos revenus de travail, tous vos revenus locatifs multipliés par 0,7 parce qu'il y a une décote de 30%, donc ça fait tous vos revenus, globalement d'un côté, et de l'autre côté, toutes vos charges, donc tous vos crédits. Si vous avez des crédits conso pour votre voiture, si vous avez des crédits immobiliers pour votre résidence principale, ou si vous payez des loyers, voilà, et c'est ce ratio-là, toutes les charges divisées par toutes les entrées, tous les incomes, qui va tenir lieu de taux d'endettement, et la banque n'a pas le droit de dépasser 35% de taux d'endettement. D'accord. Et ça veut dire que pour financer un projet, il faut amener quelle part? On ne peut plus emprunter 100% du projet, en fait. Il faut amener quand même une part de cash. Alors, pour répondre à Adrien et à ta question, en fait, la logique, c'est quoi? C'est que pour baisser son taux d'endettement, on va mettre peut-être plus d'apport. Alors, Adrien, ça ne va pas, j'imagine que s'il dit ça, c'est qu'il est investisseur déjà et que ça ne va pas lui convenir comme réponse. Mais un des moyens, c'est d'avoir une mensualité plus basse, donc de mettre de l'apport. Le second moyen, c'est d'étaler. Donc, surtout, n'empruntez pas sur des durées courtes. On n'emprunte pas sur 10 ans ou 15 ans. Ça dépend de son âge, bien évidemment. Si vous me dites, Manuel, j'ai 60 ans, vous allez emprunter sur 15 ans. Mais si ce n'est pas le cas et que vous pouvez étaler sur 20 ans les emprunts immobiliers, puisque plus on étale la durée d'emprunt, plus la mensualité est basse, donc moins vous êtes endetté facialement. Et ensuite, la solution pour répondre à Adrien, c'est parfois certaines banques, il n'y a pas de vérité, ça change en permanence, mais certaines banques, moi je le vis, acceptent de financer en SCI à l'IS et ne rentrent pas ça dans le taux d'endettement de la même façon. Elles ont un peu plus de latitude sur l'investissement à travers une société. Donc, il faut faire des montages où moi, Manuel Ravier, je m'associe à Hervé, on crée une SCI à l'IS par exemple, il faut être 2 pour créer une SCI, et avec cette SCI à l'IS, on va acheter un bien. Voilà. D'accord. Et les frais afférents à la création de la SCI, à sa gestion, ça nuit pas à la rentabilité? Non, ça dépend le projet en fait, parce qu'en plus là je schématise, mais on peut en parler des heures. Ça change énormément de choses sur la fiscalité, c'est plus la même fiscalité non plus, donc c'est un peu plus défavorable à la SCIS, mais ça peut quand même avoir un intérêt. Moi, ce que je conseille sur la SCIS, si on veut des conseils vraiment en condensé, là, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, SCIS, si vous voulez faire des projets qui sont quand même assez gros, puisque effectivement il y a les frais de création de la SCI, il va y avoir des frais de comptabilité annuels.
Bon, c'est un peu plus lourd, donc faites-le, mais pas pour un bien à 100 000 euros, quoi. Faites-le sur un bien à partir de 300 000, c'est mon conseil. Et éventuellement pour plusieurs biens aussi. On a des clients qui font des immeubles à 500 000, 1 million avec nous, qui mettent le bien dans une SCIS et qui se disent que ça leur permettra de préparer leur retraite. Et ils ressortiront l'argent de la SCIS au moment où ils en auront besoin, où ils seront à la retraite ou des choses comme ça. Très bien. Allez, on a une question de William, un peu toujours sur ce sujet. Il demande, est-ce que les banques font des exceptions à la règle des 35% en fonction du reste à vivre? Non. Oui. La réponse est non. Il n'y a pas d'exception. Alors, ils ont le droit de faire des exceptions sur 20% des dossiers. Et ces 20% de dossiers, il y a seulement 20% des 20% qui ont le droit d'être du locatif. Donc, en gros, ils ont le droit de faire des exceptions sur 4% des dossiers en locatif. Ce qui est rien. Donc, ils le font. Là, ils m'en ont fait une, le LCL, parce que je leur ai dit, sinon je ferme tous mes comptes et je m'en vais de chez vous. Et comme j'ai les comptes d'entreprise, mais ça ne m'a pas fait plaisir de dire ça. C'était ridicule d'en arriver là pour un bien qui, en plus, était un petit bien. Mais pour vous dire, ils font ça que dans le rapport de force aujourd'hui. Parce qu'ils ont très, très peu de latitude. Donc, ce n'est pas la solution la plus favorable. Voilà. Très bien. Allez, les internautes, posez vos questions avec le petit onglet questions en bas à droite. On est avec Manuel encore un petit moment. On a une question de Caroline qui demande quelles sont les villes qui offrent le meilleur rendement aujourd'hui? Alors, quelles sont les villes qui offrent le meilleur rendement? Donc là, en fait, en termes de stratégie, Caroline, on va voir avec vous la stratégie que vous avez. Puisqu'on a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent, moi, je veux de l'hyper patrimonial. Donc, je veux être à Lyon, je veux être à Paris, je veux être à Bordeaux, je veux être à Nantes, je veux être au centre-ville et je veux du patrimonial parce que c'est un placement. Donc, ces clients-là n'auront pas le rendement. En fait, il y a deux stratégies globales qui vont s'affronter. Il y a la stratégie patrimonial placement. Donc, centre-ville, on achète cher. Le but, c'est d'acheter le mieux possible, mais les prix sont élevés. Et donc, on aura un moindre rendement, mais on aura un bien qui sera potentiellement très facile à revendre. On aura une très, très forte tension locative. À l'autre bout, en termes de stratégie, on va avoir une stratégie axée purement rendement. Et là, si je schématise, dans l'extrême, on va investir, on ne le fait pas, hein, je ne vous le conseille pas de le faire, mais c'est pour que vous compreniez, on va investir dans la Creuse, on va investir dans une cité dangereuse, et là, on va payer 200 € le mètre carré. Et donc, techniquement, sur le papier, je vais dire, c'est génial, j'ai acheté 20 000 € un appartement dans une cité, je peux le louer 500 €, j'ai un rendement de dingue. Manuel, c'est super. Bon, évidemment, entre l'hypercentre de Paris et la cité, il y a tout un panel, vous vous en doutez bien, et je ne vous conseillerais pas de faire la cité, à titre perso, sauf si vous la connaissez, que c'est votre choix, mais ça va être un placement qui va être risqué. Donc, pour répondre à la question, nous, ce qu'on propose aux clients, ça va être soit d'être dans des grandes villes, puisque c'est là qu'on travaille beaucoup, soit d'être dans les périphéries de grandes villes. Et quand on va dans les périphéries de grandes villes, on va avoir des meilleurs rendements. Donc, nous, on regarde toujours, bien évidemment, qu'on ait quand même une tension locative, que vous puissiez bien louer et que vous puissiez revendre demain. Parce que je dis toujours qu'un acheteur, c'est toujours un futur vendeur. Souvent, on n'y pense pas. Hein. Oui. Moi, j'ai des clients qui me disent, moi, de toute façon, ce n'est pas pour revendre. OK, mais dans 10 ans, si le client a un autre projet, il sera bien content de pouvoir revendre son bien. Si le truc est invendable, c'est embêtant. Donc, périphérie de grande ville, Caroline, périphérie de grande ville, périphérie de Lille. À Marseille, on peut avoir encore du rendement selon les quartiers. On va être en périphérie de Nantes, en périphérie de Bordeaux, on va pouvoir faire des choses sympas. En région parisienne, on est capable de faire des choses sympas. Tout en allant même un petit peu plus loin, on fait beaucoup de projets dans le 77-91, donc dans la deuxième couronne, où on arrive très très bien à louer, où il y a un tissu économique, où il y a un tissu étudiant selon les zones. Nous, ce qu'on va analyser finalement, c'est la demande locative, locale, pour être sûr que demain, vous puissiez louer au maximum, donc il y a le moins de vacances locatives possible, et que vous puissiez aussi revendre. Voilà. Donc, on va analyser tout ça pour vous et on va vous guider sur ces zones qui sont à la fois rentables, mais qui à la fois vous permettent demain de revendre pour ne pas prendre de risques sur vos placements. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est très clair, Manuel, merci. Je me demandais en fait s'il y avait certaines typologies d'actifs qui étaient plus intéressantes que d'autres. Je pense par exemple, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter des petites surfaces quitte à en acheter plusieurs plutôt qu'un appartement plus grand où les loyers finalement seront également peut-être plus élevés mais moins élevés au mètre carré? En fait, il y a deux typologies, il y a deux possibilités. Soit le client vient nous voir et nous dit il a déjà sa commande dans sa tête. Il nous dit, moi, Manuel, ce qui m'intéresse, je connais très bien Lyon, j'adore cette ville, j'y crois, et donc je veux investir à Lyon et bien évidemment faire le meilleur deal possible pour la ville de Lyon. Bon. Donc là, on regarde le budget du client, la zone qui est sélectionnée, il me dit j'ai 250 000 €, je veux du Lyon, je vais lui dire ce qui est faisable avec son budget, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on a aussi des clients qui arrivent et qui nous disent je me moque un petit peu de la zone tant qu'il y a de la demande locative, je veux investir 200 000 € et avoir un bon rendement. Donc là, on va lui dire, voilà, si tu veux avoir un bon rendement à 200 000 €, on peut faire, et c'est là que ça va répondre à ta question, on peut faire une coloc dans telle ville,
un T2 dans telle zone, etc., etc. Ou une division dans telle ville. Voilà. Donc, ça va dépendre du budget de la zone et de la stratégie de notre client. Après, les produits qui sont rentables, c'est un peu toujours les mêmes. Ça va être des studios, des T2, et on ne pourra pas faire de l'appartement familial. Si on va sur de l'appartement familial, il faudra qu'on le mette en colocation pour arriver à avoir un meilleur rendement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça va être studio, T2, colocation. Et ensuite, si le client a un budget plus important, et que c'est son souhait évidemment aussi, on va sur de l'immeuble de rapport. On fait beaucoup d'immeubles de rapport. Donc là, un immeuble de rapport, ça peut commencer à 300 000 euros, 350 000 euros selon la zone, évidemment. Et après, il n'y a pas vraiment de limite. On fait des immeubles à 1,5 million, 2 millions, dans lesquels on peut avoir 20 lots. Voilà. Ça va de 2 lots, un immeuble de rapport, jusqu'à 20-25 appartements dans l'immeuble. D'accord. Allez, on a une question d'Amandine justement un peu à ce sujet qui demande Manuel, que penses-tu de la colocation versus la location individuelle? Alors la colocation, c'est intéressant. Il faut bien valider aussi la demande sur la zone, parce qu'il y a quelques zones en France qui commencent à être saturées. Nous, on est très attentif à ça. Mon objectif, c'est pas qu'on vous vende un produit et que demain, sur le papier, tout soit beau et puis que demain, vous n'arriviez pas à louer, parce que c'est pas le but, évidemment. Et il y a des zones, on le voit en France, où tous les investisseurs, même des particuliers, se mettent à faire de la coloc parce qu'ils ont compris aussi que c'était attractif. Et il faut bien vérifier que, vous allez avoir un appartement qui va être mieux que les autres sur le marché, en termes de déco, en termes d'équipement. Donc, pour que, s'il y a plusieurs colocs disponibles, les colocataires choisissent la vôtre. Il faut bien regarder que les loyers soient cohérents. Nous, on voit des fois des investisseurs qui viennent nous voir, qui nous disent qu'est-ce que tu penses de ça? Je voudrais louer 650 euros la chambre. C'est pas cohérent. Est-ce que ça peut se faire une fois? Oui. Mais est-ce qu'il faut calculer sa rentabilité là-dessus? La réponse est non. Nous, on est hyper conservateur parce qu'on gère les biens aussi derrière. Donc, on a ce retour du marché. Et on préfère avoir un bien. Je prends l'exemple, souvent à Marseille, on fait des colocs. Parfois, mes chasseurs annoncent 450 euros par chambre en coloc. Sur le marché, j'en vois qui disent 600. Je vois des colocs à 600 la chambre. Je préfère être celui qui la propose à 450. Parce que le colocataire va nous choisir nous. Et donc, le bien sera plus loué. Oui. Si c'est pour avoir un truc cher où en fait on est vide 4 mois par an, je vous garantis que vous ne serez pas rentable. Donc, attention, Amandine, la colocation est un excellent produit. S'il est bien réalisé en termes de disposition d'équipement du logement, si vous êtes mieux disant que le marché par rapport aux équipements et si vous êtes bien positionné en termes de prix et si le marché n'est pas saturé. Je mets ces 3 réserves. Et avec ces réserves-là, on fait beaucoup de colocation et ça se passe très bien, effectivement. D'accord, parce que la vacance, c'est vraiment un des points noirs, en fait, j'imagine. Oui, le marché, globalement, se professionnalise dans le sens où, je le dis toujours, nous, quand on a commencé il y a 10 ans, la location meublée était beaucoup moins à la mode pour les investisseurs, pour les bailleurs, en fait. Et il y avait beaucoup de gens qui proposaient des locations nues. Donc, on faisait du meublé et les locataires arrivaient et disaient « Ah, c'est incroyable, votre logement est incroyable, il est super bien designé, etc. » Aujourd'hui, on voit sur le marché beaucoup, parce qu'il y a des ventes de formation en ligne, parce que les Français s'intéressent à l'immobilier, et tant mieux, il y a de plus en plus de logements en location meublée. Donc, il faut être toujours meilleur que le marché. C'est un peu comme si vous êtes à Paris, il y a énormément de concurrence sur les restaurants. Si vous avez un resto qui est beaucoup plus cher que les autres et que la nourriture est un peu moins bonne, ça va être compliqué, quoi. Voilà, donc il faut être mieux disant et ça va fonctionner. Amandine demande une petite précision. Elle demande quelles sont les villes qui sont saturées pour la colocation. Je ne sais pas si tu as des exemples. Non, mais je vais donner juste un exemple. On a analysé, nous, récemment, la ville de Vienne. Et à nouveau, je ne vous dis pas, j'ai toujours l'exemple, en général, quand je dis un truc, il y a quelqu'un dans le chat qui va me dire « Mais moi, je fais de la coloc à Vienne, ça cartonne. » Je lance contre-exemple. Mais si on prend l'exemple de Vienne ou de Saint-Étienne, je peux prendre ces 2 villes-là. Saint-Étienne, on fait des choses en coloc, mais on est hyper central parce que beaucoup de gens ont investi dans des colocs et la tension locative n'est pas idéale dans cette ville. Donc, il faut être très, très central et avoir des tops emplacements dans la ville. On fait des choses super. On a une équipe là-bas qui sont investisseurs aussi dans la ville, qui connaissent très, très bien, mais il faut être prudent parce qu'on pourrait aller chercher plus de rendement dans des zones plus populaires de la ville, mais vous n'arriveriez pas à louer tout le temps. Donc, ce n'est pas le but. Donc, je prends l'exemple de Saint-Étienne qui peut être saturé en coloc dans certains quartiers. Donc, attention. Ou l'exemple de Vienne, où nous, on ne travaille pas, on avait analysé l'implantation, et au final, si c'est pour proposer des biens et qu'il n'y ait pas assez de tension, du coup, on l'a écarté pour le moment, cette ville-là. Voilà. Donc, je vais donner 2 exemples. Après, c'est du cas par cas. Pour Saint-Étienne, c'est un bon exemple, c'est ma ville, Manuel. Donc... Saint-Étienne, j'en fais la promo. Souvent, les journalistes me demandent, parce que je suis interviewé, là, je vais avoir encore un papier dans les Échos, sur les villes où investir. Et Saint-Étienne, il est en train de se passer un truc à Saint-Étienne. Il y a une rénovation du centre-ville. On le voit, la ville, à mon avis, va monter réellement en prix au mètre carré. Ce qui n'empêche que selon les quartiers, il y a des endroits saturés avec des produits alloués qui sont un petit peu saturés. Mais Saint-Étienne, c'est un marché intéressant pour 2 raisons. Un, parce que les prix immobiliers sont encore très accessibles.
Enfin pour 3 raisons. Là. 2, parce que c'est un marché de report pour les Lyonnais. Lyon est devenu tellement cher qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui veulent investir et qui se déportent sur la région. Et donc là, Saint-Etienne en bénéficie. Et troisièmement, comme je l'ai dit, parce qu'on l'a vu à Bordeaux à l'époque d'Alain Juppé, on était sur une ville qui était sale, qui n'était pas rénovée. Et lui, il a fait un travail fantastique, sans parler de politique, mais de rénovation de la ville, de grands projets dans la ville. Et on voit que les prix ont explosé. Parce que quand on a une ville qu'on a un centre-ville avec des zones piétonnes, avec des choses rénovées, ça donne envie aux gens de s'installer. Et souvent, ça attire des gens qui ont un peu plus de moyens. Donc, voilà, pour moi, c'est une ville à potentiel. Allez, on va reprendre les questions des internautes. On est à peu près à la moitié de notre webinaire. Donc, merci de poser bien toutes vos questions. Je vous rappelle que ça sera disponible en replay dans quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout ou si vous voulez le revoir, évidemment, vous pourrez le faire. Je vais prendre la question de Frédéric qui demande quels sont les recours contre les locataires mauvais payeurs, comment récupérer son bien, finalement, comment se garantir de bien percevoir ses loyers. Les questions qui fâchent. Je plaisante, il n'y a pas de question tabou. Vous avez tout à fait raison, la France, c'est un peu un des points noirs par rapport à d'autres pays dans le monde. Vous êtes à Londres, vous arrêtez de payer votre loyer, on vient vous voir au bout d'une semaine ou deux, je crois. Je ne suis pas bailleur là-bas, mais c'est ce qu'on m'a raconté. On vous dit, merci, voici vos affaires, et au revoir. La France, c'est pas tout à fait pareil. Donc, comment on se prémunit? Déjà, il faut savoir que quand on a bien sélectionné les dossiers en amont, on n'a quasiment aucun impayé. La clientèle que nous, on va cibler pour les biens qu'on gère, ça va être des jeunes actifs. On va prendre les parents en garant ou les oncles. On va prendre des gens de la famille parce qu'il y a un lien familial en garant et des gens qui ont les moyens de payer si le locataire ne payait pas. Et déjà, c'est radical. Quand vous appelez l'oncle et que vous lui dites là, votre neveu, vous êtes garant, je vous félicite, votre neveu n'a pas payé son loyer, comment on fait? En général, je peux vous garantir que le lien familial fonctionne très bien. Il passe un coup de fil et lui dit écoute, là, tu déconnes, je vais devoir payer moi, j'ai aucune envie de payer pour toi. Et donc, le loyer tombe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut aussi, et je peux que vous le conseiller si c'est votre souhait, souscrire des assurances loyer impayé. Là, c'est encore plus radical. Le locataire ne paye pas, email à l'assureur, voici, et c'est l'assureur qui va payer le loyer immédiatement, avec plus ou moins de franchise. Certaines fois, il y a 15 jours, un mois de franchise ou pas. Ça va dépendre des assureurs. Et le coût coûte environ 2% du loyer. Donc du loyer, pas du bien évidemment. 2% du loyer, donc c'est un coût qui est quand même modéré. Sur un loyer à 800 €, ça va vous coûter 16 € par mois. Et en plus, ces 16 €, on n'a pas du tout parlé de fiscalité encore, vont passer en charge. Donc en plus, ça ne va pas vous coûter 16, ça va vous coûter après impôt 8 €, on va dire. Et donc pour 8 €, donc pour 100 € par an, vous allez être protégé. Et en cas d'impayé, vous n'avez plus qu'à actionner et directement l'assureur va payer. Il va gérer toute la procédure d'expulsion. Vous n'aurez absolument rien à faire, il va payer tout le long. Ça, c'est quand même quelque chose que je conseille. Si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai plein de biens où je n'ai pas d'assurance loyer impayé et où ça se passe très bien parce que j'ai bien choisi mes locataires. Je sais que dans certaines zones, j'ai préféré quand même prendre des assurances loyer impayé parce que je suis plus tranquille et je me dis que comme ça, s'il y a un impayé, j'ai qu'à transmettre un dossier et c'est géré. Voilà. Allez, merci Emmanuel, on reprend les questions des internautes. Caroline demande quel est le budget minimum pour investir. Est-ce qu'il y a un budget minimum? Alors j'imagine un petit peu quand même, mais à partir de combien finalement on peut vraiment faire un projet? Alors chez nous, parce que sur le marché, vous pouvez très bien acheter un bien, comme je disais, il n'y a pas vraiment de limite basse sur un bien. Vous pouvez acheter un bien à 30 000, 40 000 €, ça dépend des villes évidemment et des emplacements. Nous, on démarre les projets dans les zones où on travaille à environ 100 000 € tout inclus. Donc c'est-à-dire achat, honoraires, frais de notaire, travaux, rénovation et meubles. Donc tout inclus, tout ce que vous dépensez, 100 000 €. Donc là, les banques vont vous demander un apport de 15 à 20 000 €. Enfin, non, pour un non-résident, pardon, c'est plus. Ça, c'est pour un résident fiscal français. Pour un non-résident, les banques vont vous demander 30 000 € d'apport. Voilà, globalement. Alors, il faut savoir que ça, c'est la théorie. On y arrive, mais les banques n'aiment pas trop les petits dossiers sur les non-résidents. Parce que pour une banque, un non-résident, c'est un dossier un petit peu plus compliqué. Donc, elle préfère que le montant soit soit à partir de 200 000 € en règle générale. Mais néanmoins, Caroline, si vous souhaitez nous solliciter, n'hésitez pas à le faire. On pourra voir et étudier ça avec les courtiers. Ça ne vous engagera absolument à rien et ça ne coûtera rien. Et on verra avec les courtiers ce qui est faisable en amont. Et voilà, on a des clients non résidents qui investissent à 100 000 € clé en main avec nous et on arrive à les financer. Donc voilà. Le budget. Alors le budget est évidemment une des questions de base, mais quelles sont finalement les autres bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un investissement immobilier locatif quand on est un expatrié? Je peux appuyer sur les choses importantes, à mon sens. Pourquoi on investit? C'est ça la question qu'il faut se poser, à mon sens. C'est pourquoi j'investis? Est-ce que c'est pour placer parce que j'ai beaucoup de liquidités d'épargne, j'ai épargné énormément et je veux une ville parce que je connais bien Nantes, je connais bien Lyon, enfin ça dépend des villes que vous connaissez. Je veux investir spécifiquement dans cette ville-là.
Ça peut être une stratégie. Voilà. Une autre stratégie, c'est de dire je veux avoir quelque chose qui puisse servir à mon enfant quand il sera étudiant. Parce que souvent, on le voit, hein, vous êtes quand même attaché à la France, même si vous vivez à l'étranger. Et parfois, on a des clients qui nous disent j'ai un enfant qui a n'importe quoi 10 ans aujourd'hui et je voudrais que peut-être quand il sera étudiant, il puisse avoir son pied-à-terre à Paris et avoir son logement. Ou que moi, plus tard, j'ai un pied-à-terre à Paris ou même à Nice. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on bosse à Nice, à Marseille. On a des clients qui se disent je mêle un peu les deux. Je vais exploiter le bien et le rentabiliser pendant des années. Et ce bien-là, que je vais exploiter en colocation à Nice, ça va cartonner pendant 20 ans ou pendant 15 ans, peut-être que pour ma retraite, je serai hyper content d'avoir un pied-à-terre où je vais pouvoir aller habiter, où je vais pouvoir partir en vacances. Donc, il y a un peu autant de questions, j'ai envie de dire, que de clients investisseurs. Et après, la question, c'est en termes de rendement, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma capacité d'endettement? Je pense que la vraie bonne question à se poser, Léna, parce que si vous avez une capacité d'endettement, il faut l'utiliser pour moi. Il faut l'utiliser parce que vous développez un patrimoine grâce à la banque et c'est remboursé par le locataire. Donc je dirais, mais pourquoi ne pas le faire? Bien sûr. Et quand on le fait en général une fois, on voit que ça fonctionne. Et en fait, on a énormément de clients, nous, qui sont multi-investisseurs. Le plus gros, je crois qu'on lui a fait acheter 30 appartes à une personne. C'est énorme parce que quand il voit que ça marche et qu'il peut déléguer, il se dit tant que la banque me suit, pourquoi j'arrêterais? C'est la question qu'on se pose. Bien je sûr. m'enrichis gratuitement. Pourquoi je le ferais pas? Donc voilà, la bonne question à se poser, c'est quelle va être ma retraite plus tard quand j'arriverai à la retraite et à quel âge? Est-ce que je veux développer peut-être des revenus complémentaires et un patrimoine? Est-ce que j'ai d'autres objectifs de pied-à-terre, de loger un enfant étudiant ou autre? Et puis, est-ce que je suis vraiment dans une logique purement investissement? Je me moque de la zone où j'investis tant que ça fonctionne? Ou est-ce que j'ai une zone de prédilection parce que je suis attaché à une ville et que j'ai aussi envie, et ça reste un point important, aussi de me faire plaisir. Donc voilà un peu les questions que nous, on déblaye avec les clients et auxquelles on l'invite à répondre durant les rendez-vous qu'on propose et qui sont des rendez-vous offerts. Je vous mettrai le lien peut-être dans les questions. Oui, bien sûr. Voilà, pour que vous puissiez prendre rendez-vous si c'est votre souhait. Allez, Adrien demande, est-il judicieux de cibler des biens avec travaux, notamment ceux dont le DPE, c'est le diagnostic, hein, c'est ça, et E, F ou G, c'est-à-dire mauvais, pour schématiser. Est-ce que c'est des biens dans lesquels vous, par exemple, Manuel, vous conseillez d'investir? Alors, je vois qu'Adrien, déjà, est vraiment calé sur le marché immobilier, puisqu'il parle des restrictions de crédit avec le HCSF. C'était un très bon point, c'est des changements récents, et du diagnostic de performance énergétique. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a eu une refonte du DPE. Donc, le DPE, finalement, c'est une note qui est attribuée à votre logement en fonction de sa consommation d'électricité. Je ne sais pas si c'est comme ça partout dans tous les pays du monde, mais ici, quand vous vendez ou quand vous louez un bien, vous avez une note associée, ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique. Ça va de A à G. A, c'est la meilleure note et G, c'est la plus mauvaise. Et voilà. Et donc ça, ça existe depuis 2006. Mais on a eu des changements récents, puisqu'en juillet 2020, l'État est venu changer le système. Avant, c'était en fonction des consommations d'électricité. Je ne sais pas si tu as suivi ça, Hervé. Oui. Mais maintenant, c'est plus en fonction des consommations d'électricité. Tout le système a changé. Et le diagnostiqueur doit rentrer dans son système le type d'isolant que tu as mis au mur. Est-ce qu'on est en rez-de-chaussée? Est-ce qu'on est en étage élevé? Est-ce qu'il y a des parois de l'appartement qui touchent un couloir non chauffé, etc., etc. Et tout ça fait que vous avez une note qui est attribuée. Voilà. Donc, en fonction de cette note, eh bien, il peut y avoir ce qui n'était pas le cas avant juillet de l'année dernière. Il y a eu une nouvelle loi qui dit qu'à partir de 2023, certains logements qui sont classés G ne pourront plus être loués. Donc, comprenez, je vous rassure, ne pourront plus être loués sans avoir fait des travaux. Ça ne veut pas dire que votre bien est bon acheté à la poubelle. Tout bien peut voir sa note améliorée si vous faites les bons travaux. Ça, c'est quand même le point important à dire. Et donc, pour répondre à la question Adrien, nous, dans ce qu'on conseille à nos clients, de toute façon, si c'est nécessaire de faire un diagnostic, enfin d'améliorer le diagnostic, on va l'inclure dans les travaux. Puisqu'en général, on fait des travaux. OK? Donc, on va vous vendre un bien. On va vous dire, voilà le projet. Aujourd'hui, le bien, il est classé G. On a prévu de rénover, de changer la cuisine, de faire ci, de faire ça. OK? Et on a prévu d'isoler, de mettre une VMCI gros B, c'est un point important, de changer pour du double vitrage pour que vous passiez de la note G à la note E, par exemple, ou à la note D, qui d'ailleurs est l'objectif. Voilà. Donc, pour schématiser, on pourrait rentrer plus dans le détail encore, mais pour schématiser, c'est ça la stratégie. Donc, est-ce que ça peut être intéressant d'acheter des biens EFG? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que vous allez faire des travaux pour améliorer et qu'en plus, ça va vous permettre de négocier. C'est un peu comme si vous me disiez, Adrien, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un bien qui est en mauvais état? Bah oui, parce que vous allez l'acheter moins cher et que vous allez l'optimiser derrière. Et qu'on n'a pas parlé de fiscalité, mais qu'en faisant des travaux, ces travaux vont passer en charge,
Vous allez créer de la valeur et en plus de ça, vous allez défiscaliser la partie travaux. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment recommandé de. C'est une de tes recommandations, c'est de ne pas avoir peur de faire des travaux, en fait. Et comment ça se gère à distance, justement? Comment vous travaillez avec tes clients pour la gestion des travaux? Alors, sur les travaux, quelle garantie? Donc, on a déjà, nous, une assurance décennale et puis les entreprises qu'on peut vous conseiller ou les entreprises auxquelles vous allez faire appel, si vous en connaissez aussi de travaux, puisque ce n'est pas du tout une obligation, vont avoir aussi des garanties, des assurances. Voilà, ça c'est la première chose. Nous, en fait, on a des architectes d'intérieur qui vont suivre les travaux. Si ça nécessite du gros œuvre ou une intervention sur la structure du bâtiment, là, à ce moment-là, on va avoir des architectes DPLG auxquels on va faire appel, bien évidemment. Mais la plupart du temps, ça va être des architectes d'intérieur. Donc, comment ça se passe? On va vous faire les plans, on va faire un cahier des charges travaux avec nos standards. On a des standards assez élevés pour du locatif. Donc, on va dire, par exemple, on met tel type d'isolant. Parce qu'on sait que c'est le meilleur rapport entre le DPE et le coût. On sait qu'on va mettre systématiquement des VMCI gros B, puisque c'est ce que c'est ce que veut l'État pour la partie diagnostic énergétique. On sait qu'on va mettre tel type de parquet, etc., pour avoir un bon rapport qualité-prix. L'objectif n'est pas de mettre un parquet pointe de Hongrie en bois massif comme j'ai à la maison, où je me suis fait plaisir parce que c'est chez moi, mais pas non plus de mettre un parquet qui va être complètement pourri et défoncé au bout de 3 ans de location. Vous voyez, donc c'est le juste milieu, et c'est là où toute notre expertise a de la valeur, puisque 2000 projets réalisés, on gère les biens, quasiment tous les biens, on les gère derrière, donc on voit comment le mobilier évolue dans le temps, on voit comment le parquet s'use, et donc on va sélectionner les matériaux en fonction aussi avec notre expérience. Allez, on a pas mal de questions. Marie-Lise demande, proposez-vous de l'investissement locatif de vacances, style Airbnb, en zone touristique? Est-ce que c'est des investissements que vous conseillez? Bonne question. Alors, en zone touristique, il faut savoir qu'aujourd'hui, énormément de villes, de municipalités ont réglementé les locations touristiques, et globalement, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus illégal de faire des locations Airbnb. Par exemple, je prends l'exemple de Paris. Au tout début, c'était le Far West, tout le monde faisait du Airbnb avec de la location classique. Ensuite, ils ont dit, en fait, c'est pas possible, il faut un permis spécifique, donc il faut obtenir le permis. Après, ils ont dit, en fait, vous allez avoir des grosses amendes si vous le faites parce qu'on n'a pas envie que vous le fassiez. Donc là, on a eu des petits malins qui se sont mis à le faire, et à juste titre, sur des locaux commerciaux. Donc là, ils prenaient un local commercial, même sur rue, avec une vitrine, et ils transformaient ça en appartement. Et là, ils avaient le droit de le faire. Depuis le 1er janvier, c'est devenu globalement interdit à Paris, puisque la municipalité a dit, attendez, vous vous moquez de nous, on vous a dit qu'on ne voulait pas que vous le fassiez dans des appartements, parce que vous enlevez des appartements longue durée finalement du marché. Vous le faites dans des commerces, vous nous supprimez des commerces. Nous, mairie de Paris, on préfère que les clients aillent à l'hôtel et qu'on ait des commerces en pied d'immeuble et qu'on ait des habitants dans la ville. Voilà la logique. Donc, beaucoup de municipalités sont en train de l'interdire globalement. Donc, vous pouvez le faire selon les villes. Par exemple, à Marseille, vous avez le droit de le faire sur un logement en direct, uniquement un par personne. Et nous, ce qu'on va vous faire pour répondre à la question, on va vous faire un appartement qui sera parfaitement optimisé pour du Airbnb. On ne va pas le gérer en location saisonnière, c'est un autre métier. Il faut changer les draps, faire des lessives, on ne fait pas ça. En revanche, on peut vous donner des contacts de conciergerie, et donc l'appartement sera parfaitement préparé pour ça. Et on a des clients qui font ça, ils font tout l'invest avec nous, et derrière, ils confient la gestion à une conciergerie Airbnb pour exploiter en courte durée. Voilà. Très bien. Allez, une question de Laure qui demande, assurez-vous le suivi des locations comme une agence immobilière et apportez-vous un soutien pour la déclaration d'impôt? Alors tout à fait, on le fait. Donc on a une agence qui gère les biens. Pour la déclaration d'impôt, c'est un peu spécifique. Si vous le faites en location meublée, il faut passer par un expert comptable. Nous ne sommes pas experts comptables, on peut vous mettre en relation. Il y a d'ailleurs, on a un partenariat, il y a un rendez-vous gratuit que vous pouvez faire pour parler de fiscalité avec un expert comptable. Donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour ça. On vous mettra en relation avec plaisir. Et à partir de là, nous, on peut faire toute la gestion. On transmet les pièces à l'expert comptable. Lui va faire la déclaration pour vous. Mais en France, quand on fait de la location meublée, ce n'est pas une obligation. Sauf si vous êtes comptable, en gros, vous êtes obligé. Ce n'est pas une obligation de le faire. Si vous êtes comptable, vous pouvez le faire vous-même. Question, je suis en Pologne, accompagnez-vous aussi des personnes étrangères non résidentes en France? Oui, on le fait, on l'a déjà fait. Ce n'est pas le gros de notre business, mais on peut étudier, en tout cas, si vous le souhaitez, la possibilité sur la partie financement, puisque tout va se jouer sur le financement. Et on a déjà accompagné, et j'aime bien d'ailleurs, on a même accompagné maintenant des personnes qui parlent anglais. En 100% en anglais, on a accompagné des investisseurs. Donc, pour nous, c'est riche parce qu'on a la chance de rencontrer des gens dans tous les métiers, dans tous les pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Guillaume demande, proposez-vous des résidences de services type résidence étudiante, EHPAD? Est-ce que c'est des investissements que vous réalisez ou vous conseillez ou pas? Alors, on ne le fait pas nous. Globalement, je ne vous conseille pas spécialement de le faire. Après, pour plein de raisons, je peux faire une conférence juste là-dessus. Mais il faut se méfier. Il y a des bons et des mauvais produits, mais il y a beaucoup de mauvais produits dans ce type de produit, pour plein de raisons. Mais souvent, en fait, c'est fait pour les avantages fiscaux. Si vous n'êtes pas domicilié en France, ça a moins de sens. Néanmoins, si vous souhaitez le faire, on a un partenaire qui est très sérieux, qui a 40 ans d'expérience et avec qui on peut vous mettre en relation, Guillaume. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On le fera avec plaisir. Mais globalement, il faut quand même être méfiant sur ce type de produit. Je sais que le revenu est garanti, mais il faut bien regarder qui l'exploite en derrière, parce qu'en fait, il est garanti pendant 9 ans. Et au bout de 9 ans, vous ne pouvez pas récupérer votre bien. Je vais juste vous dire ça pour que vous compreniez un peu le désavantage. Si vous dites, bah, c'est super, au bout de 9 ans, je veux mettre fin au bail en tant que bailleur et récupérer mon bien, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que l'exploitant peut vous faire payer des pénalités qui sont énormes. En revanche, si l'exploitant souhaite résilier, lui, de manière unilatérale, le bail et vous dire, bah, maintenant, récupérez votre truc et puis démerdez-vous, entre guillemets, excusez-moi des vulgaires, sur la gestion, lui a le droit de le faire. Donc, ce n'est pas un deal hyper équilibré, quoi. Et en plus, c'est un produit qui est très spécifique. Donc, il faut bien regarder que la zone où vous êtes, ça ne soit pas saturé en résidence étudiante, mais ça peut être. Voilà. Donc, je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous dis d'être prudent. Et si vous souhaitez être en relation, on peut vous mettre en relation pour que vous étudiez ça. On connaît un acteur qui est très bien là-dessus. Allez, on a une question de William qui demande, pouvez-vous accompagner vos clients sur des opérations de marchand de biens? Je ne sais pas ce qu'il entend par ça. Ouais, je vais répondre. On l'a fait quelques fois, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On verra vos attentes. Je ne peux pas vraiment répondre oui, marchand de biens, globalement Hervé. C'est-à-dire que ce que je pense que William a en tête, il nous mandate pour acheter un bien et pour le revendre derrière, et il prend une marge sur l'opération. C'est ce que font les marchands. On est sur un marché où le marché peut être quand même un peu changeant. Donc sur du locatif, c'est pas grave, parce que même si le marché marque un petit peu le pas ou qu'il ralentit un peu, puis qu'il réaccélérera dans 2 ans, donc on s'en moque en tant qu'investisseur en locatif, puisque derrière, on touche les loyers, donc il n'y a aucun sujet. En marchand, il faut être prudent sur les marchés actuels, je pense. Et en numéro 2, on peut le faire, mais on ne pourra pas vous garantir un retour sur investissement, parce que je n'ai pas de boule de cristal sur le prix de sortie. Je peux vous dire à l'instant T, on peut essayer de le faire, on peut étudier votre demande en fonction de la zone, etc. Mais je ne peux pas vous dire, vous allez faire un bénéfice de 100 000 et je vous le garantis. Parce que je n'ai pas encore une fois de boule de cristal et que on va revendre dans 6 mois, 8 mois après avoir fait des travaux, avoir acheté le bien. Ça prend un peu de temps et donc le marché, on ne sait pas comment il sera à ce moment-là. D'accord, très bien. Jimmy demande à combien s'élèvent vos frais pour l'accompagnement pour un achat et pour la gestion locative? Alors nous, on facture un frais de 8,4% TTC des sommes du projet. Donc sur le montant du projet, nous, comme on gère chacune des étapes, on va facturer 7% hors taxe, plus la TVA française. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas parlé beaucoup de fiscalité, mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à si vous faisiez le projet tout seul, vous allez pouvoir passer nos frais en déficit qui va se reporter. Ce qui fait que vous allez, si vous exploitez par exemple en location meublée, la première année, vous allez encaisser vos loyers, 10 000 euros de loyer par exemple, et vous allez passer plein de choses en charge, dont en déficit nos frais et les frais de notaire. Donc c'est ce qui va vous permettre finalement de gommer de l'impôt et de ne pas payer d'impôt sur les loyers pendant environ 10 ans. Ça va dépendre de l'emplacement, du type d'opération que vous faites, du montant des travaux, etc. etc. Donc voilà, donc, par rapport à nos frais en facture, 8,4% du montant. Et derrière, ça va vous revenir, si vous le faisiez tout seul, après fiscalité, ça va vous revenir environ à la moitié de ce montant-là. Donc environ 4% le vrai coût après fiscalité. Alors, quels sont les avantages fiscaux justement dont peut bénéficier un investisseur qui n'est pas résident, un Français expatrié par exemple? Alors, un non-résident n'aura pas la possibilité d'utiliser les avantages de type Pinel, comme on dit, qui vont venir diminuer. Le Pinel, vous savez, c'est ce dispositif qui est autant décrié qu'il était à la mode, qui vont vous permettre de défiscaliser sur votre impôt sur le revenu. Bon, par définition, comme vous ne payez pas d'impôt sur le revenu en France, vous n'aurez pas d'intérêt à faire ce type de dispositif. De toute façon, je ne le conseille pas non plus aux résidents fiscaux français. Moi-même, je ne l'ai pas fait. À un moment, j'ai étudié, je me suis dit, ça serait quand même bien d'alléger mes impôts. Et quand j'ai regardé tous les détails de l'opération, j'y suis pas allé. Bon. En revanche, vous allez pouvoir, en tant que non-résident, bénéficier du régime LMNP, loueur meublé non professionnel, donc il faut louer en meublé, si vous êtes en dessous de 23 000 euros de loyer annuel. Globalement, gardez en tête, si vous avez un ou plusieurs biens en meublé qui vous rapportent moins de 2 000 euros par mois de loyer, vous allez être LMNP. Là, c'est le meilleur régime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec ça, vous n'allez pas payer d'impôts pendant 10 ans,
globalement. Et vous allez bénéficier de la plus-value des particuliers si vous revendez. Gardez juste en tête que c'est le régime, parce que je ne peux pas entrer dans tous les détails. J'ai des vidéos sur YouTube. On pourra peut-être mettre un lien de notre chaîne YouTube. J'ai énormément de vidéos de formation, j'en parle pendant des heures. On pourra peut-être mettre le lien de la vidéo LMNP si vous souhaitez aller plus loin. Absolument. Mais globalement, c'est le régime le plus favorable. Si maintenant vous êtes non-résident et que vous avez plus de 23 000 € de revenus locatifs meublés, j'insiste, si vous avez des apparts en location nue à côté, ça ne se mélange pas. Vraiment que du meublé. Vous allez passer LMP. Donc là, il va y avoir des incidences fiscales. Vous ne payerez toujours pas d'impôt pendant 10 ans sur vos revenus locatifs encaissés. Là, ce que ça va changer, c'est que vous devez adhérer à la sécurité sociale des indépendants. Voilà. Et ça va vous coûter une adhésion minimale de 1 100 € par an. C'est la première chose. Qui vont aussi passer en charge. Donc ça ne va pas vraiment vous coûter 1 100. Chaque fois que vous dépensez 1 €, ça vous coûte la moitié, quoi, ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Donc ça ne va pas vous coûter 1 100, mais ça va vous coûter quelque chose. Et sur la plus-value à la sortie, ça sera moins intéressant. Après, attention, si vous revenez en France et que vous vendez quand vous êtes revenu en France fiscalement, vous allez redevenir LMNP. Je sens que je vais perdre tout le monde sur le… Non, pas du tout. C'est très précis et très intéressant. Mais alors du coup, le mode de location qui est peut-être à privilégier, c'est plutôt le mode de location meublé. Le plus intéressant, c'est la location meublée. OK, ça, c'est la première chose. Et gardez aussi en tête que ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'investir à travers des sociétés. Puisqu'en fait, une société à l'IS, donc une SCI à l'IS, j'insiste, ça peut être une SCI à l'IR, ça je vous le déconseille, mais si vous faites une SCI à l'IS, ou même si vous êtes en SARL de famille, si vous investissez avec des membres de votre famille, ça s'étudie. Mais la SCI à l'IS, vous créez un bouclier, si je peux dire les choses comme ça, une opacité, c'est-à-dire que la société va faire du bénéfice, et tant que vous ne vous versez pas le bénéfice à titre personnel, tant que le bénéfice ne passe pas de la SCI à la poche de Manuel Ravier, qui est actionnaire de la SCI, eh bien, je ne suis pas imposé à titre perso. Je vais payer que l'IS. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que l'IS en France est plutôt bas. Il a baissé avec notre président actuel. Il est passé de 33 un tiers à 25%. Enfin, il est à 25% cette année. Donc, c'est plutôt favorable. 25%, ce n'est pas beaucoup pour la France, tout est relatif. Et surtout, c'est sur le bénéfice. Ce n'est pas 25% des loyers. C'est 25% sur le loyer moins l'amortissement, les charges, les dépenses, etc. Donc, en fait, vous allez payer très peu d'impôts. J'insiste quand même sur un point, c'est que le jour où vous versez l'argent, là, vous allez être fiscalisé. Mais ça vous permet de faire grossir un patrimoine et d'avoir finalement une machine à cash, une trésorerie dans cette SCI LIS que vous pourrez utiliser le jour où vous en avez le plus besoin pour votre retraite, ou vous pourrez peut-être transmettre des parts de la SCI à vos enfants, etc. etc. Voilà. Donc ça peut être un super outil. Quand on va plus loin, moi je conseille toujours globalement de commencer en LMNP et ensuite d'accélérer en SCI LIS, pour faire simple. Allez, les internautes, Manuel, peut-être si tu veux mettre le lien, si tu veux profiter pour mettre le lien de ta chaîne YouTube, j'imagine qu'on te trouve de toute façon très facilement sur YouTube, mais si tu peux mettre ça. Les internautes, on aborde les dernières minutes là, de notre webinaire, donc posez bien, on peut faire un dernier petit round de questions, donc posez vos questions, c'est le moment là, on n'a plus qu'une petite dizaine de minutes avec Manuel. Moi, j'avais une question, Manuel, je ne sais pas si ouais, c'est bon, je te laisse remplir. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc après, il faudra chercher dans la chaîne. Moi, je me demandais en fait quel est l'avantage à se faire accompagner pour investir dans l'immobilier locatif en France depuis l'étranger. Parce que finalement, est-ce que je ne pourrais pas faire mon projet moi-même? Quels sont les avantages que tu mettras en avant? Alors, je vais faire de l'anti-vente. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis allé au mariage de ma sœur à Zanzibar il y a 6 mois ou 1 an. Et en revenant dans l'avion, il y avait quelqu'un devant qui n'arrêtait pas de se retourner. Et au bout d'un moment, je dis, mais oui, comment je peux vous aider, quoi. Et il m'a dit, et donc c'est une personne qui vit, je crois, en Australie, et qui me dit, oui, c'est même sûr, et qui me dit en fait qu'il s'était formé avec nos vidéos sur la chaîne YouTube et que grâce à ça, il avait profité d'un confinement pour acheter un immeuble rentable en périphérie de Nantes et qu'il était super content, qu'il me remerciait. J'ai pas gagné d'argent sur ce projet-là, mais entre guillemets, je m'en moque, croyez-le ou non. Mais moi, j'essaie vraiment d'évangéliser. Et si vous investissez même tout seul, je suis content. Enfin, si vous me faites un message, parce que si je ne sais pas, je ne peux pas être content. Mais voilà, mais je suis très content. Donc, mon but n'est pas de dire il faut absolument passer par nous. Notre service ne correspond pas à tout le monde. C'est ce qu'on appelle du done for you, c'est-à-dire qu'on va faire pour vous. Forcément, ça a un coût. Et il y a des gens qui veulent tout faire tout seul et c'est OK. Tant qu'ils passent à l'action, c'est top. Mais là, c'est le second sujet, c'est que de l'étranger, en tout cas, ce n'est pas facile. Même quand on est sur place, ce n'est pas facile parce qu'on a un travail, on a parfois des enfants le soir, on a des passions. Donc, est-ce que vous avez envie, vous, de passer votre temps à faire toutes les agences immobilières, d'appeler tous les notaires en disant si tu as une affaire, tu m'appelles, je viendrai tout de suite à la seconde, de valider les biens, de se former à ça. Si c'est votre passion, c'est super, faites-le. Et j'espère que nos vidéos pourront vous servir là-dessus.
On en a fait 400 sur la chaîne YouTube. On a 12 millions de vues, donc je suis très fier de ça. Mais si vous souhaitez déléguer, gagner du temps et que vous vous dites, ils vont me faire gagner de l'argent à l'achat parce que je vais trouver une meilleure affaire que ce que j'aurais pu faire, parce qu'en étant à l'étranger, c'est encore pire. On n'a pas la réactivité, on ne peut pas aller visiter sur place, on ne peut pas tout de suite se projeter dans le bien, on n'a pas forcément les contacts locaux sur les entreprises de travaux, on n'a pas la possibilité de passer sur le chantier toutes les semaines comme nous on va le faire, ni l'expertise d'ailleurs. Voilà, donc c'est toutes ces étapes-là où en fait notre service fonctionne très très bien avec des non-résidents, on le sait, pas que, on n'a pas du tout que des clients non-résidents, on a des gens qui sont sur place et qui ont bien compris aussi l'intérêt du service et le gain de temps et le gain d'expertise. Mais voilà, vous allez pouvoir accélérer. Et c'est un peu ce que je te disais au début. Si on a une capacité d'endettement, il faut l'utiliser. Selon moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je déteste, c'est voir des gens qui ont des regrets après. Parce que j'avais un copain, moi, qui systématiquement, qui lui est à Paris, cherchait une meilleure affaire, il ne passait jamais à l'action, l'immobilier a monté. Et 3 ans après, il m'a dit, mais si j'avais investi il y a 3 ans, j'aurais acheté moins cher, j'aurais encaissé 3 ans de loyer. Et il me dit, mais comment tu as fait toi? Je dis, voilà, moi je passe à l'action. Et c'est un peu peut-être le mot de la fin. Il faut un moment se lancer, avec nous ou tout seul, mais moi mon conseil il est là. Chaque mois qui passe, c'est un loyer que vous ne percevez pas et une mensualité de crédit que vous ne remboursez pas. Donc l'immobilier, c'est un facteur temps. Et nous, on est là pour vous faire passer à l'action, gagner du temps, gagner de l'expertise et surtout gagner de l'argent. Donc voilà. Après, la balle est dans votre camp. Je vous ai mis le lien moi, de la prise de rendez-vous. Encore une fois, c'est gratuit. C'est des conseillers qui vont vous répondre. Je peux aussi vous laisser mon mail. Si vous voulez me faire un petit mail, je suis toujours content de répondre aux questions. Pendant ce temps, je réponds à Pierre pour le rassurer. Oui, Pierre, il y a bien un replay qui va arriver quelques minutes. Là, on va terminer le webinaire dans 2-3 minutes. Et vous allez recevoir un mail dans 5 minutes après avec un lien de façon à pouvoir visionner en intégralité le replay du webinaire. Peut-être un petit mot de la fin, Manuel. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait passer à l'action. Peut-être tu peux nous décrire un petit peu comment vous accompagnez ces expatriés dans leur investissement immobilier. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait déjà une première prise de rendez-vous gratuite, libre. Et après, du coup, un petit peu, quelles sont les étapes? Idéalement, en fait, le premier rendez-vous, ça va être une visio avec un de nos conseillers ou au téléphone si vous préférez. Mais visio, c'est toujours un peu plus sympa. Et l'objectif, ça va être de voir quel est votre projet. Et est-ce qu'on sait le réaliser? Si vous me dites, je veux acheter à 5 000 € le mètre à Paris, on vous dira, c'est pas réaliste, on ne peut pas vous aider, malheureusement, parce que le marché actuel est beaucoup plus élevé que ça en termes de coûts. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc on va voir vos objectifs, on va essayer de vous guider sur ce qu'on sait faire sur des villes, on va surtout vous montrer des exemples concrets. Là, je n'ai pas eu le temps, mais on va vous prendre des projections financières, c'est ce qu'on appelle projections financières. Vous verrez des exemples de ce qu'on a livré à des clients récemment. Et puis vous pourrez voir si ça fit. Vous verrez aussi ce que ça veut dire en termes de loyer, en termes de mensualité. Donc concrètement, sur un projet, tu me dis, Hervé, moi je voudrais mettre 200 000 à Marseille. Je vais te dire, voilà, ça c'est les 3 derniers projets à 200 000 à Marseille qu'on a réalisés. On peut te faire quelque chose comme ça. Tu vas avoir une mensualité de crédit de X, tu vas avoir un loyer qui rentre de Y, voici les types d'appartements qu'on peut avoir, etc. Donc c'est très concret aussi. C'est le but. Toi, tu vas réfléchir à ça et si tu me dis, c'est génial, let's go. Donc là, à ce moment-là, tu vas être en relation, donc tu vas signer un contrat. Tu vas être en relation avec nos chasseurs immobiliers qui vont chercher pour toi la pépite, donc dans ton espace investisseur. Et quand on arrive avec un bien, on va t'expliquer pourquoi on pense que ce bien est intéressant, pourquoi il a un bon prix et qu'est-ce qu'on va en faire. Tu vois? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est toi qui décides à tout moment, qui va nous dire oui ou non. J'y vais pas. Si tu dis j'y vais pas, on va essayer de comprendre pourquoi, pour mieux, la fois d'après, mieux cibler tes critères. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le jour où tu dis j'y vais, là après, tu vas signer un compromis. Après le compromis, tu vas chercher ton financement, on va t'aider à ça. Si c'est ton souhait, si tu as déjà ta banque, tant mieux. Et à partir de ce moment-là, tu signes l'acte authentique. Là, nos architectes, et on a vraiment des gens très talentueux, moi c'est ma plus grande fierté dans l'entreprise, les archives vont faire le plan, le cahier des charges, on va valider avec toi par rapport à tes souhaits aussi. Si tu viens pour toi, tu me dis moi je veux un mur rose, je prends un exemple, on a déjà eu le cas. Je vais te dire, c'est peut-être pas idéal d'avoir un mur rose si c'est pour du locatif. Parce que on va exclure beaucoup de garçons, a priori. Mais si tu me dis, je veux quand même un mur rose, c'est mon appartement, on te dira, c'est super, on va te mettre un mur rose, on va te faire un plaisir. Ça reste ton bien, tu restes décisionnaire à chaque étape. Et à la suite de ça, on va lancer les travaux, suivre avec nos archives, donc on va passer, te faire des rapports de chantier détaillés, l'architecte est à ta disposition également, bien évidemment, et puis tu vas suivre depuis l'étranger, soit sur une app mobile qu'on a, soit dans ton espace investisseur, soit en appelant nos archives, tout ton projet, et jusqu'à la livraison de l'appart. Ensuite, on livre et on passe en location. Là, 2 options. Soit tu passes avec nous sur la gestion, ce n'est pas du tout une obligation. Soit tu dis, c'est super, vous m'avez livré un super appart, et je vais passer avec un gestionnaire courte durée comme ça m'a été demandé. Soit tu vas dire, je vais passer avec un gestionnaire que j'ai déjà de famille.
soit je gère moi-même avec un proche. Enfin, tu vois, tout est possible. Voilà. Et on est aussi capable, je le dis quand même, parce on a des clients qui ont déjà des biens en France, qui ont hérité ou qui ont déjà acheté des biens et qui nous sollicitent juste pour la partie travaux, suivi, etc. On a lancé un nouveau service qui s'appelle Reno. Je pourrais mettre le lien, mais c'est reno.imo et on a une super équipe dessus. Et on fait la même chose, mais pour des gens qui ont déjà les biens. Je vous mets le lien du site internet. Et on fait ça et on accompagne, on fait des trucs de dingue. Hein. Il y a des clients qui nous disent j'ai déjà un immeuble de 700 mètres carrés, est-ce que vous pouvez m'aider? On fait des surélévations, on fait aussi des appartements tout simples. En tout cas, le seul truc, c'est qu'on le fait vraiment avec passion. Et donc, si on peut vous donner des conseils, bah, sur la chaîne YouTube, on le fait. Si je peux même répondre à vos questions, on fait. Voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passionné. Moi, l'IMO locatif, j'y crois. Je pense que c'est une énorme opportunité. Et encore une fois, que vous le fassiez tout seul avec nous, bah, ça, c'est à vous de voir. Mais faites-le parce que ça fait la différence. Au bout de 5 ans, 10 ans de remboursement, je vous garantis que. Moi, j'ai commencé à zéro. Hein. Tu le sais, tu connais un peu mon histoire, Hervé, mais je viens pas d'une famille riche à la base. J'ai commencé de zéro grâce à la dette. J'ai investi massivement et ça fait une grosse différence après quand on se sent un peu plus serein quand on voit son patrimoine. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Manuel, Manuel Ravier, président, fondateur, cofondateur d'investissementlocatif.com. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à tous les internautes pour avoir assisté à ce webinaire sur les opportunités d'investissement immobilier locatif en France en 2022. Je pense que vous avez eu beaucoup de réponses et beaucoup d'éclaircissements. N'hésitez pas évidemment à contacter Manuel. Il a donné des liens et son email. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Manuel. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.